Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui sera consacrée à Marseille et qui nous donne l'occasion et le plaisir de recevoir Michel Sanson. Michel Sanson, bonjour. Bonjour. Quand je dis nous, c'est-à-dire Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Michel Sanson, vous êtes journaliste, vous avez été correspondant régional du Monde en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur Marseille, vous êtes aussi le réalisateur avec Jean-Louis Comolli de 2 films documentaires sur la cité phocéenne. De 9 films documentaires. De 9 films documentaires. Bon, déjà que c'est une affaire qui commence sous le signe de l'approximation. Nous allons essayer de nous corriger. En 2020, vous avez publié avec Michel Peraldi, je vous regarde avec crainte, Marseille en résistance, résistance au pluriel, ouvrage dans lequel vous analysez les dynamiques politiques et sociales de la métropole méditerranéenne. Vous y faites le portrait d'une ville complexe, marquée par des défis urbains et économiques, des inégalités sociales, des tensions, mais une ville également marquée par les luttes d'une jeunesse créative qui essaie de résister à la décomposition du paysage politique marseillais et des institutions locales. Vous reprenez l'expression de Pierre-Paul Zaliot qui désignait Marseille comme une ville laboratoire où les défis sociaux et politiques reflètent des problématiques nationales plus larges. Vous écrivez, je cite, « Le cas marseillais nous semble cristalliser la fracture sociale et politique majeure que le président Emmanuel Macron a eu le mérite de rendre plus visible que jamais. » Peut-être le président de la République vous avait-il lu, puisqu'en septembre 2021, il lançait son plan Marseille en grand. 5 milliards d'euros d'investissement pour l'éducation, la sécurité, les transports, la santé et le logement. Au mois de juin, dans le cadre de l'acte 2 de ce plan, Emmanuel Macron a annoncé des moyens supplémentaires, notamment dans les transports, la sécurité et le secteur portuaire. Dans une note publiée en novembre 2023 pour Terra Nova, Alexis Gibellini a fait un premier point d'étape 2 ans après le lancement de ce plan Marshall. Si des progrès sont observables dans les domaines de l'éducation et à un moindre titre de la sécurité, puisque tout ce qui se passe autour du narcotrafic continue à être assez sanglant, ils sont beaucoup plus lents pour les transports et le logement qui demeurent en crise. Quant aux principaux concernés, les Marseillais, 42% se déclarent insatisfaits, 19% n'ont pas connaissance de l'existence de ce plan. Aussi, l'auteur plaide-t-il pour une gouvernance forte de ce plan au niveau national, une contractualisation entre l'ensemble des parties prenantes et une meilleure implication des Marseillais dans son suivi et dans l'élaboration de futures mesures. Malgré les investissements substantiels du plan Marseille en grand, la ville continue de faire face à des enjeux majeurs, la pauvreté, les tensions politiques, le dysfonctionnement du système métropolitain, la crise du logement, les impacts du changement climatique sont au cœur des préoccupations. De même, les quartiers populaires en proie à des défis sociaux et économiques exacerbés par les trafics de drogue endémiques qui fragilisent la cohésion sociale et la sécurité. Michel Sanson, vous qui avez en août dernier publié vos apprentissages, une sorte un retour sur votre parcours personnel, militant et professionnel, quels sont, à l'égard de Marseille en particulier, depuis la publication de Marseille en résistance il y a près de 3 ans, quels sont ces apprentissages ? L'apprentissage majeur, c'est que on a écrit Marseille en résistance, Peraldi et moi, pour revenir sur ce qui se passait dans cette ville qu'on avait décrit en 2006 avec Gouverner Marseille, qui était un ouvrage publié à la Découverte, dont nous étions assez contents. Et nous avons proposé à François Gèze, aujourd'hui décédé, de venir voir ce qui avait changé du point de vue économique, social, politique et culturel. Il se trouve qu'on a passé un contrat avec la Découverte avant les effondrements de la rue d'Aubagne. Donc nous avions commencé à travailler, comme nous le faisons toujours. Nous suivons des gens, par exemple la nouvelle députée Alexandra Louis, qui était à La République En Marche, qui a perdu aux dernières législatives, depuis 1 an, quand les effondrements sont arrivés. De la même façon qu'on avait repris ces entretiens, comprenez. Évidemment, avec ces effondrements, nous avons proposé à Gèze et à la Découverte de basculer l'ensemble de livres en partant de l'analyse de ce qui se passait avec, je dis bien avec,
ces effondrements dès le lendemain. Et Recadrons pour ceux de nos auditeurs Oui. qui ne l'ont pas en mémoire ce qu'ont été ces effondrements dans ces logements, enfin de ces logements. Rue d'Aubagne, c'est-à-dire une rue qui descend vers le Vieux-Port et qui est au cœur de la ville de Marseille, qui est la seule ville d'Europe, avec Naples, où les pauvres restent au centre-ville de façon massive. Et, je le précise, puisqu'on a trouvé les chiffres là-dessus, des étudiants, nombreux, qui ne peuvent pas se loger à Aix, alors que c'est moins cher à Marseille. Bref, 2 immeubles se sont effondrés un jour, vroom, et il y a eu 8 morts. Et à ce moment-là, ça a été un ébranlement dans toute la ville qui comprenait mal pourquoi. Monsieur Gaudin, maire, a eu la bêtise de parler du fait que c'était à cause de la pluie. C'était simplement que ces immeubles étaient en état de péril et non traités. Il y a d'ailleurs même un film qui a été fait par quelqu'un qui était parti la veille parce qu'il voyait les effondrements. Voilà. Et donc, nous avons repris ce travail sur Marseille à partir de là. Pourquoi ? Parce que quand je dis le lendemain, c'est le lendemain que des habitants du lieu se sont réunis pour un collectif qui n'a jamais été déclaré comme association, le collectif Noailles ou le collectif ceci, le collectif cela, qui a commencé à comprendre qu'il y avait un problème majeur et ils ont immédiatement mis en branle une chose, comment reloger les gens qui vont être délogés, soit effondrement, soit accusation, maison, immeuble en péril. Et c'est ça qui a créé une dynamique sociale, c'est pour ça qu'on dit Marseille en résistance, qui a essaimé dans toute la ville et qui a fait renaître des collectifs comme le Centre-Ville pour tous, qui existaient mais qui étaient morts, et qui sont venus. Emmaüs, qui ne s'occupait pas de ça, qui est venu. Et donc, se sont cristallisés autour de ce collectif une série de gens, et si j'insiste là-dessus, c'est que ces acteurs, c'est bien ces acteurs sociaux, qui étaient présents dans la ville, qui avaient plus ou moins d'activité, sont devenus des gens qui, peu à peu, ont été intéressés par le sort de la ville. Et c'est ceux-là qui ont fait basculer la mairie plus tard. Parce que ces gens qui militaient, mais ne votaient pas, parce qu'ils pensaient que les élections, c'était pas intéressant, se sont peu à peu inscrits dans cette dynamique politique traditionnelle, les élections municipales. Et d'ailleurs, dans une petite brochure qu'on a fait après, qui s'appelle Marseille Nouvelle Vague, nous avons analysé les résultats, bureau par bureau, et constaté ça. C'est-à-dire que des jeunes gens qui ne votaient pas, dans le bureau 8, 9, 10, à côté de la rue d'Aubagne, ont voté à 80% pour ce qu'on appelle les gauches, le printemps marseillais. Donc c'est ça qui explique pourquoi on appelle ça Marseille en résistance, et qui fait qu'on a changé l'objet et constaté en même temps que cet effondrement, avec un jeu de mots évidemment sinistre, traduisait aussi l'effondrement du système de M. Gaudin, qui était là depuis 23 ans, j'ai oublié, depuis les 4 élections. Béatrice Gibelin. Oui, c'est une situation vraiment très particulière que celle de Marseille. Vous avez dit d'entrée de jeu que les pauvres étaient au cœur de la ville et que c'était un point commun avec Naples. Hein. Et j'allais dire dans le centre historique de la ville, hein, soyons très précis, c'est Absolument. le 2e et le 3e arrondissement pour l'essentiel. Et si ça s'est effondré rue d'Aubagne, c'est parce qu'on a un logement privé qui a une fonction de logement social de fait. Oui. Parce que c'est une multitude de propriétaires, certains ayant d'ailleurs été élus de Marseille. Bah oui, il y en a un. Bon, ça existe. On est d'accord. Et qui n'entretiennent pas ces logements. Oui. Touchent les loyers, mais n'investissent jamais dans l'entretien de ces logements. Et c'est ce qui a fait, j'allais dire, ce drame, parce que ça a quand même accompagné de plusieurs morts et de gens blessés. Et c'est une question importante. Pourquoi on n'arrive pas à Marseille, pourquoi l'équipe municipale de Marseille n'arrive pas à régler cette question du logement. Je pars sur la question du logement parce que c'est une question essentielle pour Marseille. Il y a une énorme ségrégation sociale, et on la connaît, quartier nord, on sait, quartier sud, où il n'y a pas beaucoup de points de rencontre entre ces deux ensembles-là. Puis ce cœur de ville, qu'on essaye depuis, on va dire, presque 30 ans, de rénover, de gentrifier, avec des plans importants. C'est quand même la seule ville où l'État met autant d'argent depuis aussi longtemps. Oui. Ça n'existe sur aucune autre ville française. Et les Français
disent rien. 5 milliards pour Marseille. Et puis, on va sans doute devoir remettre au pot. Et puis, j'ai cherché les chiffres. En 20 ans, 1800 logements réhabilités dans un périmètre de rénovation immobilière de 1000 hectares. C'est rien. C'est absolument rien. L'opération Grand Centre-Ville. On est dans une incapacité, véritablement, à réaliser ce qui se fait quand même ailleurs, même avec le temps. Alors, quelle est la responsabilité des acteurs, soit des élus, soit de formes d'associations peut-être qui s'opposent à des formes de gentrification, parce que les gens sont au centre-ville et que si on gentrifie, on sait ce qui se passe. Ils quittent le quartier et ils s'en vont en périphérie. Quel est le problème majeur? Le problème majeur, vous venez de l'évoquer votre dernière phrase. Les gens s'en vont, mais ils restent dans Marseille. Pour une raison simple, c'est que c'est la seule métropole de France où les villes alentours sont plus riches que la ville-centre. Il n'y a pas de banlieue à Marseille au sens propre du terme. C'est-à-dire que les gens pauvres, ils ne vont pas habiter à Aix, c'est trop plus cher. À Cassis, qui est à droite depuis 100 ans, c'est plus cher. Au Rove, où le maire communiste est élu au premier tour depuis 1944 et encore maintenant, il n'y a pas de logements sociaux. C'est très cher. Il y en a quelques-uns. Ils payent l'amende s'il faut. Quant à Allo, qui fut socialiste, maintenant à droite, ils ont même fait des campagnes électorales que j'ai assistées où surtout, ne viennent pas de Marseillais. Donc le fait que cette ville soit sans banlieue et que les banlieues soient au cœur de la ville, au centre ou dans les quartiers nord, voire dans les quartiers sud, où il y a aussi des quartiers pauvres, où s'installèrent après la CIMAD des gens des bidonvilles qui ont été dans des logements sociaux. Donc c'est une ville très singulière pour ça. On ne peut pas, entre guillemets, envoyer les gens en banlieue. Je me souviens quand je travaillais pour Le Monde, puisque j'ai couvert Marseille pendant 13 ans, je me faisais engueuler par des camarades de gauche, si je peux dire. Oui, Gaudin, il va expulser les pauvres. Quand bien même il voudrait, il ne peut pas. Il ne va pas les mettre à la mer. Et donc, ils sont là. Donc, ils peuvent un peu tourner dans Marseille, mais pas beaucoup. Et donc, ils restent. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous l'avez dit aussi, c'est que c'est une ville pauvre. Quand je dis ça, je veux bien préciser qu'il y a à Marseille des très pauvres et des très riches. On a tout. Mais vous savez ça, à la différence des autres villes de France, pour une raison simple qu'on a développée dans la sociologie de Marseille, Peraldi et Claire Duport, c'est que quand on regarde cadres et professions intellectuelles supérieures à Paris, 27,4% de la population, d'accord ? À Lyon, 16,9%. En Seine-Saint-Denis, 7,8. À Marseille, 8,5. C'est-à-dire que Marseille ressemble à Seine-Saint-Denis et pas du tout aux autres villes de France de ce point de vue-là. Ce qui signifie d'ailleurs que bien des affaires qui se passent à Marseille, en fait, ressemblent à ce qui se passe dans toute la France, plus que ce qui se passe dans les villes, qui, elles, ont une population de... Encore une fois, ce n'est pas des jugements de valeur. C'est simplement les moyens, etc. Et ça explique beaucoup ces contrastes violents qui existent dans Marseille sur le plan social et culturel, et je reviens maintenant sur en quoi la politique de M. Gaudin, qui était sur le plan humain quelqu'un de tout à fait charmant, mais il a développé de façon massive la clôture des appartements, des copropriétés privées pour les protéger des pauvres qui sont là. Il y a même toute une manifestation qui a eu lieu bien avant les effondrements, où pour aller à l'école de tel endroit à tel endroit, les mamans ou les papas devaient faire un tour immense parce que la copropriété qui traversait avant était fermée. Et donc cette privatisation de l'espace public a été aussi une des raisons de ces clivages fondamentaux sur le plan social, culturel et politique. Je précise d'ailleurs à propos des pistes des professions intellectuelle supérieure, qu'un rapport accablant avait été fait sur le manque de lecteurs dans la bibliothèque de Marseille, pour ces raisons simples, parce que ça ressemblait au fait qu'il y a peu de lecteurs aussi en Seine-Saint-Denis. La différence de Seine-Saint-Denis, c'est qu'il n'y a pas une capitale. Il y a plusieurs villes. Quand j'ai écrit, si je suis long, vous me le dites, quand j'ai écrit Marseille en procès, où j'ai suivi pendant 2 ans, plus en arrêt, parce que j'ai un accident, le quotidien du palais de justice, je dis pas des récits des procès, du palais de justice. Le procès de Sylvie Andrieux, ça dure 3 semaines. Donc je vais pendant 3 semaines. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été 10 jours à Bobigny pour suivre le palais de justice de Bobigny. Et il y a exactement les mêmes choses. Par exemple, il y avait un gag entre les juges et les avocats qui disaient « ça, c'est la chambre des stupes ». Ça veut dire les petites délinquances.
À Marseille, il y a la chambre des stupes aussi. Évidemment, les assises, c'est la même chose. Mais les comparutions immédiates que j'ai suivies pendant une semaine à Bobigny sont strictement du même ordre. C'est cette petite délinquance, parfois très emmerdante, parfois très nulle, où les gens parleront avec un avocat commis d'office, et ça défile de midi à minuit, etc. C'était exactement les mêmes, et statistiquement, c'est les mêmes données qu'on trouve dans la Seine-Saint-Denis, et non pas au Palais de justice de Paris. Donc c'est ça qui, à mon avis, explique cette dite singularité de Marseille, c'est qu'elle ne ressemble pas aux autres villes, et c'est une erreur souvent quand on compare à Lyon ou Lille ou Bordeaux. Marc-Olivier Balis. C'est intéressant que vous ayez commencé par décrire les mobilisations. C'était 2018, les effondrements de la rue d'Aubagne. Des mobilisations des collectifs d'habitants qui ont construit des choses pour réagir par rapport aux difficultés de la ville, notamment du logement insalubre. Mais pour répondre aux questions en termes de politique publique, c'est-à-dire de mettre en œuvre des programmes d'ampleur pour répondre à ces sujets, on a des instruments qui sont pensés au niveau national et qu'on essaye d'adapter au niveau local. Et je voudrais vous interroger sur ces instruments. Il y en a un qui est qu'on a essayé d'appliquer partout, qui est le fait de construire des métropoles. Et donc, des métropoles, donc de réunir Marseille avec Aix, et donc de faire une métropole Aix-Marseille, où, alors là, en revanche, Aix, c'est une ville riche. Oui. C'est la ville riche du coin. Et donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en principe, il y a quand même l'idée, si on associe les deux, qu'on peut rééquilibrer ces difficultés qui sont liées au fait que Marseille est une ville populaire, mais aussi pauvre. Et donc, cette métropole, elle n'a pas l'air de très bien fonctionner. Donc, comment décrire cet attelage qu'on a essayé de créer entre Aix et Marseille ? Et il fonctionne extrêmement mal. Pour des raisons qui tiennent à des raisons culturelles très anciennes, Aix. Moi, quand j'étais petit, j'ai voulu faire des études d'histoire que j'ai même pas faites d'ailleurs, mais les lettres, c'était à Aix. Voilà. Et les sciences et la médecine, à Marseille. Donc, on allait à Aix. Et Aix, c'est une ville bourgeoise. Mais depuis le début de la métropole, ce qui s'appelait la communauté urbaine métropole, et désormais la métropole, reste dans cette contradiction qui se traduit systématiquement sur le plan des élections politiques elles-mêmes. La mairie d'Aix, Madame Joissin, dont maintenant la fille, c'est la fille ou sa nièce, je ne me rappelle plus. Sa fille, prit la succession, légalement, hein, bien sûr, la question ne se pose pas, et M. Gaudin n'était pas du tout d'accord entre eux, alors qu'ils sont sur le même plan politique. C'est-à-dire que les intérêts aixois vus par la mairie d'Aix, c'est on ne paye pas pour ces pauvres. Quand j'ai parlé d'Allo, l'ancien maire dont le nom m'échappe, avait fait sa campagne là-dessus, il m'a même reçu et il m'avait insulté parce que j'étais Marseillais. Pourquoi ? Parce qu'il avait mis des panneaux, ici, s'arrête à l'eau, nous ne voulons pas de logement social, etc. Et il n'en veut pas, il n'en fait pas. D'ailleurs, il m'a reçu au tennis club, il m'a expliqué que c'était normal, très bien, etc. Il était socialiste, avant d'être exclu ou parti du parti. Voilà. Donc, cette métropole a toujours été, dès le début, quand elle a été inventée par M. Chevènement, je crois. Et que, d'ailleurs, il a convaincu Gaudin de dire oui, on va faire une métropole, parce que Gaudin se méfiait, comme Defer se méfiait de tous ses alentours, en disant la dotation globale de fonctionnement va augmenter, donc vous allez toucher plus. Et Gaudin dit ok, on parle là-dessus. Okay. Mais il a fait ça, comment dire, on prend l'argent, non pas pour lui, parce que Gaudin, de ce point de vue-là, l'argent n'intéressait absolument pas, personnellement, je veux dire. Hein. On prend l'argent, mais on ne sait pas trop quoi faire. J'ajoute quelque chose, il ne faut pas dire ça normalement. Je pense que M. Gaudin, je répète, c'était un type absolument charmant. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris pour une raison simple. La rue d'Aubagne, M. Gaudin n'y a jamais fait les courses de sa vie. Jamais. Il pense qu'il n'y a que les Arabes qui vendent des trucs pas chers. C'est entièrement faux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autour des marchands de cigarettes qui eux-mêmes se récupérés auprès de Lucky Strike, qui a bien fabriqué les cigarettes et qui font effectivement du petit deal sinistre. Mais les habitants de la rue d'Aubagne et les commerçants de la rue d'Aubagne s'enrichissent de façon normale parce qu'ils vendent des fruits et légumes, etc. Mais M. Kogic, il ne connaît pas au sens pratique du terme. J'ajoute une chose, les quartiers nord, j'ai suivi les campagnes électorales de M. Gaudin dans le quartier nord.
Il m'a dit, Michel, vous voyez, Michel, il me disait très volontiers, vous êtes un intellectuel de gauche. Je dis, ben oui, tout à fait, venez avec moi. Et on va dans une cité des quartiers nord. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la cité qu'il connaissait, c'était des enfants de harkis. Ils sont tout à fait dignes, ces gens. Mais lui pensait qu'il voyait, vous voyez, je vois les Arabes, ils me disent bonjour. Oui, absolument, parce que le monsieur qui s'occupait de cette cité, il vient là, et donc il allait dans les quartiers nord. Mais quand je dis qu'il ne les connaissait pas, ça paraît un peu méprisant, parce qu'il avait une grande... C'est pas du tout un idiot, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une connaissance très marquée par les services. Je vais finir sur ce thème. J'ai assisté à un conseil municipal, sans un conseil municipal, municipal, 1h30 sur les plages de Marseille. Je suis sûr, parce que moi je vais à la plage tous les matins, que jamais ces gens ne vont à la plage de Marseille. Jamais. Ils savent ce qu'ont dit les services de sécurité, les maîtres nageurs, qui sont des gens tout à fait honnêtes. Et il y a eu effectivement le problème au Catalan, il y a eu ceci, cela. C'est vrai. 1h30. Et ces gens, je pense, quand ils ne connaissent pas, c'est une vision un peu peut-être pratico-empirique, idiote, mais moi je tiens à ça. D'ailleurs, quand on travaille avec Peraldi, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on va vraiment sur la plage, compter les gens et regarder. Voilà. Et donc, je pense que l'incompétence tient à ça. C'est-à-dire que quand on dit il faut fermer ces résidences, etc., Gaudin sait très bien en plus que ceux-là, ils votent pour lui. Les quartiers nord, c'est pas qu'ils votent pas pour lui, c'est qu'ils votent pas du tout. Et y compris, et je vais arrêter là, ces gens dans les quartiers nord ou dans le centre-ville qui militaient, qui étaient contre Gaudin, etc., qui ne votaient pas, cette fois sont allés Gaudin. Et là, je boucle la boucle, c'est peut-être un peu réducteur ce que je dis par rapport à la question que vous vous posez, mais la question de métropole qui ne marche pas, ça continue maintenant. Et pour une raison qui est assez simple, c'est que dans la mesure où sa définition est floue, monsieur le nouveau maire, monsieur Payan, je devrais m'occuper de ça. Merci, oui, mais ça, c'est ma responsabilité. Oui, mais les poubelles, c'est moi. Oui, mais c'est sale, etc. Et cette contradiction ne se résout toujours pas maintenant. J'ajoute que, ça se traduit en permanence sur le plan politique. Et Madame Sabrina Roubache va essayer, dit, maintenant, tout va aller bien. Très gentil, hein, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Essayons de continuer à voir ce qui caractérise Marseille. Il n'y a pas d'intellectuels. Enfin, grosso modo, il y en a autant que dans la Seine-Saint-Denis, ce qu'on avait vu tout à l'heure de ce corps intermédiaire. Est-ce qu'il y a une bourgeoisie? Parce que à Lyon, les bourgeois de Lyon, et Dieu sait que c'est pas rien, ils fabriquent à Lyon, dans la région. L'industrie qui a fait leur fortune, ils l'ont créée, puis leurs enfants l'ont entretenue, etc., etc. À Lille, c'est pareil. Oui, à Lille, c'est le textile. Mais ils ont beaucoup désinvesti. Hein. Non, mais je veux dire, l'origine, bien sûr. L'origine. Ensuite, maintenant, ils font comme beaucoup de bourgeois, ils font dans la finance. Mais l'origine de la bourgeoisie lilloise, c'est une industrie à l'origine de laquelle elle a été, etc., etc. Il n'y a pas d'industrie à Marseille ou autour de Marseille. Non. Il y a une chose singulière, c'est que Marseille est un port. Et jusqu'à la fin du 19e, c'est que la bourgeoisie marseillaise a fait sa fortune avec les colonies, avec les huiles, avec le savon, et donc avec rien qui concerne directement la ville de Marseille. On est bien d'accord. Et elle a fait sa richesse parce que ce port crée des emplois, crée des richesses et des emplois. La chose qu'il faut comprendre désormais, c'est que les ports et les villes, ça n'a pas grand-chose à voir. Le plus grand port du sud de l'Italie, il n'y a pas de ville. Marseille, le port où arrivent les richesses, c'est-à-dire des milliers de containers, c'est à Fos, c'est à 65 km de la ville, c'est le port de Marseille. Et le pétrole arrive à l'Avera. L'Avera, le pétrole, c'est beaucoup d'argent, 10 emplois. Il y a un tuyau, on fait, voilà. Et donc, ça ne crée plus d'emplois. Et ça crée quelques emplois à Fos, et encore que les dockers, quand j'étais petit, ils étaient 1100, maintenant ils sont 100. Voilà. Donc, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que, vous l'avez dit, la plus grande entreprise qui emploie de la main-d'œuvre à Marseille, c'est la mairie, 12 000 salariés. Je signale au passage que
à Paris, la proportion entre le nombre d'employés municipaux et la population est plus grand qu'à Marseille. Parce qu'on dit à Marseille, il y a plein d'employés municipaux. Quand vous comparez par ville, à Paris, le pourcentage est plus fort. C'est exact, mais il y a une explication. C'est qu'on a repris pour la mairie de Paris, on a repris la préfecture de la Seine sans rien y changer. Et plutôt que de réorganiser les services qui demandaient un certain courage, et notamment des négociations avec les syndicats, etc., on a préféré embaucher des vacataires. Donc en fait, on a 55 000 fonctionnaires à Paris, plus bientôt 8 000 vacataires, ce qui a abouti à des aberrations budgétaires et à des aberrations fonctionnelles. Mais pardon. OK. Cela dit, maintenant, la plus grande entreprise à Marseille, c'est la CMA-CGM, qui est la 3e entreprise de porte-conteneurs mondiaux. Et voilà. Bref, c'est la plus grande tour de Marseille, etc. Il y a, j'ai oublié les chiffres, 1200 personnes. OK. Et si vous visitez cette tour, c'est absolument incroyable, il y a des ordinateurs, il n'y a pas un marin. Il y a 1100 personnes devant des ordinateurs qui savent exactement que le bateau qui arrive au sud du canal de Suède, maintenant avec les Houthis, qui je ne sais pas quoi, on fait faire le tour et il sait à une heure près arriver. Quand j'ai visité cette tour, M. Rodolphe Saadé était toujours vivant, il avait tous les tableaux là et il savait qu'à 9h15, le bateau au Havre, parce qu'il y avait un terminal CMA-CGM au Havre, il avait 27 minutes de retard. Et donc, il appelait immédiatement, et le mec de service arrivait, et il engueulait le Havrais. J'ai été voir le Havrais aussi, qui disait qu'effectivement, il surveillait. Donc, c'est des emplois singuliers, et ces emplois ça crée des emplois de bureau, mais ça ne crée pas d'emplois sur le port. Et, pour finir, parce qu'on peut obtenir, parce que ma carte de presse éternelle fait que j'ai visité le port l'an dernier de Marseille. Il est entièrement vide. Les 17 km de quai, il y a le Mucem, la Maison Méditerranée, la Grande Cosquer, vide, 2 ou 3 passagers pour la Corse et la Tunisie, rien, 2 cargos pour Gardanne, rien, les croisières, les sacs. Le port est désert. Alors maintenant, l'ancienne base de sous-marins allemande, qui était indestructible et qui restait là, sert pour l'arrivée des câbles. Mais c'est plus important que tout. OK. Et donc, à côté, il y a 43 personnes devant des ordinateurs, parce que les câbles, une fois qu'ils sont posés, on a bien détruit par terre, mais c'est fini. Voilà. Donc, ces emplois sont très étranges. Et donc, cette ville n'est pas industrielle depuis fort longtemps. J'ajoute que cette bourgeoisie marseillaise, quand elle fait richesse, elle est partie, la famille Daher, ils sont partis vendre des hélicoptères en Suisse ou je ne sais où. Et par ailleurs, la question de créer de l'emploi dans la ville ne les intéressait pas du tout. Voilà. Et ils ont été assez pour que le port aille plus loin. Normalement, en plus, quand on a installé la sidérurgie Ferry-Fosse sur la zone de Fosse, ça allait formidable. Il se trouve que ça n'a pas marché pour d'autres raisons qui tiennent à la mondialisation et pas au fait que la bourgeoisie marseillaise était contre, pas du tout. Mais en fait, ça a créé des emplois un peu à Fosse, par là-bas, peu. Voilà. Et donc, le fait que ça a pour une conséquence majeure, c'est que les partis ouvriers, le Parti communiste, qui était le premier parti de Marseille jusqu'en 1953, a fondu, disparu. Alors ça, c'est comme dans toute la France. Mais ça se voyait beaucoup parce qu'ils étaient très forts sur le port, etc. La cité de la Castellane, qui est connue pour 2 raisons. Un, quand même, Zinedine Zidane, c'est quand même le meilleur joueur de football du monde pendant quelques années, et les trafics. OK. Quand j'étais petit, il y avait 3 cellules du Parti communiste à Castellane, et 100 personnes à peu près, sympathisants, venaient ou pas, parce que ça avait été construit pour la réparation navale. La réparation navale, maintenant, c'est, quand j'étais petit, j'ai dit les chiffres un peu au hasard, 7-8 000 emplois, maintenant c'est 100. Voilà. Et donc ces emplois industriels confondus dans toutes les villes d'Europe, évidemment, à Marseille, ont définitivement déserté le terrain au profit d'emplois administratifs. J'ai oublié quand même une autre administration d'importance, c'est les hôpitaux. Ben oui. C'est 12 ou plus que la mairie. Voilà. Donc les emplois, c'est ça. Et je finis en disant que beaucoup de ces emplois, c'est aussi le chômage, les RSA, etc. Et donc, les manifestations à Marseille sont souvent importantes. Pourquoi ? Parce que d'une façon directe ou indirecte, on dépend de ce que l'État, directement ou indirectement, ou la CEDIC, etc., va donner aux familles. Parce qu'à Marseille, on n'est pas chômeur. On est chômeur de père en fils sur 2-3 générations. On décrit ça dans Marseille en existence.
le père est chômeur, la maman célibataire, elle fait ce qu'elle peut, et il y a 2 ou 3 générations où il n'y a pas d'emploi, on fait ce qu'on peut. Ça explique d'ailleurs aussi une des raisons pour la puissance des deals et avec les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais revenir, puisque vous avez évoqué aussi ces acteurs, les acteurs du PC et la CGT, qui était quand même toute puissante sur le port de Marseille dans le contrôle des embauches. C'était très connu. Si on n'avait pas sa carte, on risquait pas d'y aller travailler. Et l'autre, soi-disant pour équilibrer, c'était la politique de Defferre, c'est jouer force ouvrière sur la mairie et sur les hôpitaux. Oui. Je me souviens de Roselyne Bachelot qui nous dit, alors qu'elle était ministre de la Santé, lors d'une visite à Marseille, aux hôpitaux de Marseille, elle avait quand même été très surprise par la réaction du représentant syndical Force ouvrière qui avait dit au cours d'une discussion « Bon, il faudrait bien savoir qui c'est le patron ici ». Ça m'avait beaucoup frappé, et elle aussi d'ailleurs. Bon, confirmant qu'effectivement, alors je voudrais bien revenir sur ce poids des syndicats, parce que tout ce que vous dites est tout à fait pertinent, bien évidemment, mais je pense qu'il y a une responsabilité quand même, tant dans la stratégie de Defferre, qui s'est toujours opposée à toute association avec des communes autour de Marseille, par rejet du communisme, par crainte, c'est-à-dire aucune pensée, j'allais dire, d'association collective. L'intercommunalité, ça n'existe pas. C'est chacun pour soi. Marseille, au sein de la métropole, a, la portion congrue, y compris en nombre d'élus par rapport à tous ceux qui sont autour, qui ont des communes riches, avec des revenus, un potentiel fiscal par habitant qui est nettement plus élevé que celui de Marseille, et on est donc dans quelque chose qui est totalement déséquilibré. Et comment le poids de ces syndicats, qui maintenant sont affaiblis, mais c'est très récent dans le cas de Force ouvrière, ont joué sur, si vous voulez, cette inefficacité des services. La situation des écoles est dramatique. Oui. Les grèves des ordures, on les a tout le temps, le fameux fini parti. Voilà. Qu'est-ce que ça... Comment ça a pesé, ça ? Michel Sanson. Ça a pesé de façon très forte pour une raison assez simple, c'est que quand Defferre est venu au pouvoir en 1953, il avait été à la Libération, puis en 1953, il gagne les élections, c'est-à-dire contre le Parti communiste, en faisant une alliance entre le PS, dont il est acteur, membre et autres, et une partie de cette droite, la famille, de la bourgeoisie locale d'ailleurs, la famille Rastoin, etc. Donc, moi j'appelle ça, c'est ce que j'appelle fondamentalement la démocratie chrétienne. C'est-à-dire, il n'y a pas de parti démocrate chrétien en France, mais c'est le type même de fonctionnement. C'est parce qu'on appelait la troisième force, parce qu'on a Quelque chose connu comme ça dans le nord Absolument. de la France Je pense aussi. que Macron, d'ailleurs, fait partie de ces démocrates chrétiens modernes. Enfin, on y reviendra s'il le faut. Il construit l'appareil municipal, parce que quand il gagne la mairie, j'ai appris ça de Peraldi. D'abord, on fait un petit groupe, on conquiert le parti, et après, avec le parti, on conquiert l'institution, et après, on construit l'institution. Et la mairie de Marseille est petite, elle grandit, comme toutes les mairies, etc. Qui est son directeur de cabinet ? Calvelli. C'est un membre de Force ouvrière, qui était d'ailleurs résistant pendant la guerre. Et c'est lui qui a l'idée, et avec Defferre, c'est son DIRCAB, mais pendant des années, de dire on fait comme ci, on fait comme ci, on fait comme ça. Et peu à peu s'installe, on est à la mairie de père en fils. C'est pas tout à fait différent de ce qui se passait dans les mairies communistes à la CGT de père en fils. C'est ni bien ni mal, mais c'est un fait comme ça. Et mon camarade Godard, qui fut un syndicaliste longtemps là-bas, quand il adhère il veut rentrer à la mairie, à la sortie de la salle d'embauche, il y a Force ouvrière. Il dit non, moi ça m'intéresse pas. Ah, ok. Et donc il a passé sa vie à être emmerdé parce qu'il n'avait pas adhéré à Force ouvrière. Et donc c'est des constitutions sur le long terme. Et je pense que ça explique beaucoup. Quand après, M. Gaudin, qui est le patron, va au congrès de Force ouvrière en disant « je suis votre ami au congrès de Force ouvrière », OK. Donc le patron, il est avec nous dans le syndicat. Très bien. Donc on passe des accords. Et d'ailleurs, Gaston Defferre, pendant des années, reçoit Force ouvrière, et c'est tout. Pas les syndicats minoritaires. Il ne les reçoit même pas. Après, il y a la commission obligatoire. Mais avant, quand il faut annoncer que, par exemple, la prime de repas va être augmentée de, je ne sais pas combien, 2 €, ou à l'époque, quelques francs, le patron de Force ouvrière de plus Calvelli, l'autre dont j'ai oublié le nom, il a raconté sa vie, d'ailleurs, dans un livre absolument sans intérêt,
on l'annonce. Et Force ouvrière dit, on a gagné ça. Ce qui est vrai. Et ça fait aussi que pour les stages d'été, on sait qui va advenir. C'est les fils d'eux qui savent, eux, en février, que les stages d'été du 14 juillet au 15 août, tu peux t'inscrire. Quand tu es inscrit premier, c'est mieux que quand on est inscrit deuxième ou qu'on lève la doigt dans la rue. Voilà. Donc, ça crée une sorte d'impuissance stable, si je peux dire. J'ajoute, pour ce qui concerne la CGT, vous l'avez dit, que l'effondrement de la CGT, c'est un effondrement d'abord qui est très important, parce que quand le port disparaît et les emplois du port disparaissent, alors ils sont forts à la Vera, mais encore une fois, c'est 100 emplois. On est plus sur des milliers. Voilà. Et donc cet affaiblissement explique aussi, à mon avis, l'immobilisme. Ce que j'ai dit sur on ne sait pas trop ce qui se passe, et par ailleurs, on ne veut pas être emmerdé, au fond, par rapport à nos électeurs, quand même. Moi, je pense qu'il vaut mieux être élu que pas élu. Mais enfin, il faut savoir qui vote et qui ne vote pas. Et donc là, on a une convergence de cette immobilité, je crois. À tout point de vue, je répète, moi, je ne pense pas que tous les gens qui sont en force ouvrière sont des imbéciles, mais c'est comme ça que ça marche. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, si je peux dire. Voilà. Marc-Olivier Padis. Je voudrais qu'on parle un peu de Marseille en grand, parce que donc là, il y a une mobilisation importante de l'État pour essayer de répondre aux difficultés spécifiques de Marseille, avec la nomination donc d'une secrétaire d'État à la ville venue de Marseille, donc Sabrina Agresti-Roubache, et un sentiment peut-être d'ambivalence des Marseillais par rapport à cette action de l'État. On a pu lire, sous la plume de certains sociologues, que c'était une forme de tutelle qui ne disait pas son nom, alors que c'est aussi un effort financier quand même remarquable. Et donc, est-ce que vous pourriez répondre à ces deux questions? D'abord, nous expliquer un peu qui est Sabrina Agresti-Roubache, qui n'est pas forcément connue comme personnalité nationale. Et d'autre part, cette ambivalence des Marseillais par rapport à Paris ou à la puissance centrale, disons. Pour dire deux mots sur Madame Roubache, elle est effectivement née à Marseille et dans une cité que je connais bien. Et elle est, pour moi, assez bien représentante de ce qu'on appelle en français les executive women, c'est-à-dire qu'elle est très active. C'est une petite patronne, comme on dit. Quand je dis ça encore, j'ai aucun mépris, et je le signale d'ailleurs qu'elle fut productrice du dernier film que j'ai fait avec Comolli, c'est pour ça que je la tutoie. Voilà. Mais elle est comme ça. Et elle était à la Chambre de commerce, faisant partie de ces jeunes actives de grande efficacité technique, qui sait très bien compter l'argent, qui sait très bien être entrepreneur. Donc qu'elle soit, si je dis ça, c'est que je pense que depuis quelques années, en France, le fait d'être entrepreneur est un atout dans le milieu politique. C'est un peu nouveau. C'est pas qu'on est chef de parti, c'est qu'on sait faire. Nous avons montré d'ailleurs dans Marseille en Résistance que la municipalité, la majorité Gaudin, la dernière avant sa chute, était constituée non pas de vieux camarades du parti, mais de petits entrepreneurs actifs qui étaient pour Gaudin. Mais le parti s'en foutait. Ils étaient évidemment pour, mais ce n'était pas leur problème. Bon. Et donc, Mme Roubache représente bien ça. Et qu'elle fasse partie de l'équipe maintenant, je pense que ce n'est pas étonnant, ça correspond un peu à ce qu'on appelle maintenant les qualités politiques. Il faut être entrepreneur et bon en image. Voilà, ça compte. Après, le programme, c'est autre chose. D'ailleurs, personne ne le lit. Donc, ça explique, encore une fois, c'est une femme tout à fait charmante. Hein. Quand je dis ça, c'est une espèce de description sociale au-delà de « elle est gentille, elle connaît bien Madame la Présidente de la République », ce qui est le cas, etc. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs. La veuve de M. Defer avait choisi Vigouroux contre-pesé sur que les femmes de chefs de l'État ont toujours joué un rôle, même quelle que soit leur importance reconnue. Je dis ça, voilà. Alors, pour ce qui concerne le rapport avec ce que fait l'État pour nous, je pense que vous avez raison, c'est durable. D'ailleurs, toutes les campagnes électorales, toutes, consistent à dire, à Marseille, on va faire ça, et l'État nous doit ça, et va nous donner ça. On est une ville pauvre, on n'a pas d'argent, le port, ça va très mal. Et donc, on a besoin. Donc, le rapport avec ce que va nous donner, entre guillemets, l'État fait partie des qualités reconnues d'un acteur politique. Je précise quand même qu'en France, même si ça compte plus beaucoup, le port est dirigé par l'État. Hein. La ville n'a rien, on peut dire ce qu'elle veut. La ville M. Gaudin a été une fois au conseil d'administration du port il y a 100 ans pour obtenir que là où on brûle les déchets soit à Fos. Voilà, mais sinon, il n'y va jamais.
il ne décide rien. Le directeur du port, il est nommé par le Conseil des ministres. Et donc, ça fait une déconnexion qui n'existe pas à Anvers, où c'est la mairie. Voilà. Et donc, ce rapport avec l'État est d'autant plus important, je l'ai dit, que les Marseillais se rendent bien compte que, vu les richesses ou les pauvretés de la ville, on a besoin des aides de l'État. Et donc, un élu va dire « moi, je vais y arriver ». Gaudin faisait toujours ça. La dernière campagne, un peu différemment, justement. Voilà. Et je dirais ça aussi parce que la dernière campagne a aussi eu lieu alors que les partis politiques à Marseille comme en France étaient en pleine déliquescence. On était, le PS, on sait plus ce que c'est, mais pas qu'à Marseille. Le PC, ils ont heureusement un immeuble, c'est pour ça qu'il y a la Marseillaise, mais ils comptent pour rien du tout. Quant à la France Insoumise, c'est un parti, on adhère sur un clic, point final, il n'y a pas de parti du tout. Et la République En Marche, pareil, Alexandra Louis, dont je parle, et donc on décrit dans ce livre, elle est une militante, avocate, d'ascension sociale d'ailleurs, etc. Et on lui dit, tu ne voudrais pas être candidat dans le 13-14 ? Je dis, ouais, pourquoi pas. Et donc la petite équipe, coup de téléphone de Paris. Madame, oui, vous êtes désignée comme candidate. Ah oui, ah bon. Qui c'est qui a décidé ? Elle ne savait pas qui c'était. Elle est désignée. Le parti n'existe pas. Il existe sur un clic. Quand je dis sur un clic, c'est un clic. Hein. Voilà. Et on dit, il y a tant de personnes au parti. Elle a eu lieu quand la réunion ? Ah ben, il n'y a pas de réunion. Ah ben non, mais c'est sur Internet. Là. OK. Sauf les réunions importantes. Là, on réunit à 7-8. Et là, Péraldis en soi, on leur dit tout, mais la vraie réunion, jamais. Voilà. Et la France Insoumise, c'est pareil. La France Insoumise, à l'époque de la campagne municipale, il y a le comité des artistes machin, le comité de l'immeuble Trucmuche, mais il n'y a pas une réunion centrale. On dit, on va désigner un tel pour être candidat numéro 1 dans les secteurs. Non. Quant à Mélenchon, il dit, moi je suis contre votre truc. À la fin, il dit, moi je suis pour. Mais on attend ce qu'ils disent. Et donc cette déliquescence des organisations politiques traditionnelles a aussi fait ces élections un peu étranges. Par contre, ce qui continue, c'est qu'Euromed, qui construit des immeubles, qui est une opération immobilière importante au nord de Marseille, qui dirige ça ? L'État. La mairie est dedans. Mais les fonds et les directions d'Euromed, c'est l'État. Toujours pareil, comme pour le port. Donc ce rapport est étrange. Il est peut-être différent à Lyon, j'en sais rien. Dans tous les cas, Marseille, il a une force singulière pour les raisons que j'ai essayé d'expliquer depuis tout à l'heure. Marseille, à 2h15 de Paris ? 3 heures quelque chose. 3 heures. En TGV. 3 heures en TGV. C'était autrefois le train le plus rapide de France, qui était le Mistral, et ça mettait 11 heures. Oui, et la nuit. Ou alors la nuit. Mais de jour, ça mettait 11 heures. Le TGV met Paris et Marseille à 3 heures l'une de l'autre. Le MUSEM a produit autour de Marseille une quantité de commentaires, d'articles, de reportages sur des sujets qui n'étaient pas du tout liés à Marseille. Et ces deux phénomènes successifs ont ou n'ont pas, c'est le sens de ma question, provoqué des changements dans le peuplement de la ville ou pas ? Dans le peuplement, c'est un peu compliqué parce que pour créer des emplois, il faut qu'il y ait des activités. Et donc, le MUSEM, il y a quelques centaines d'employés, plus les sociétés de surveillance, etc. Ça crée peu d'emplois. Au passage, d'ailleurs, le MUSEM, vous savez que c'est la suite des ateliers de traduction populaire qui servaient à rien, et donc on était rapatrié à Marseille. Et quand on a dit à Gaudin, on va faire un musée avec des verres et des trucs, il a dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça lui était imposé, il était contre, et puis après il était pour. Mais c'est un musée national, installé à Marseille. OK. Ça fait venir du monde. OK. 2, là où vous avez raison, c'est que Marseille, et évidemment les confinements jouent un rôle majeur, c'est une destination touristique d'importance et qui se voit. L'été, je peux vous dire que ça se voit. C'est massif. Est-ce que ça crée beaucoup d'habitants en plus ? Non, pas vraiment. Parce qu'encore fait, pour venir à Marseille, il faut trouver des emplois. Alors, c'est vrai dans la culture. Sauf, voilà, dans les professions qui peuvent faire l'objet d'une forme ou d'une autre de télétravail et qui contribuent, partout où elles s'installent, à, précisément,
gentrification des centres-villes ou des. Alors, Oui, est-ce que c'est le cas? Non, j'ai dire un mot sur la Parce que quand même, gentrification. le quartier du Panier, c'est pas exactement la même population que quand j'avais 15 ans. Vous avez raison. J'ai précisé quand même la gentrification parce que ce terme a deux sens très différents, selon moi. Il y a deux sortes de gentrification. Il y a une gentrification, cette célèbre rue de la République, qui a été faite pour la bourgeoisie marseillaise à la fin du 19e, qui n'a jamais marché, etc. Ça ne marche pas. Gaudin et autres disent, il faut qu'on arrange tout ça. Il faut venir un fonds de pension américain qui vont transformer les immeubles, non pas pour y habiter, mais pour les louer cher à un pharmacien de Lyon, qui lui ne va pas du tout venir là, il va louer là. Pour qui? Il ne sait pas. Il ne trouve pas. Et quand les loyers augmentent, un centre-ville pour tous, manif, etc. Et la rue de la République reste encore un peu Potemkin, comme on dit. C'est-à-dire, au début, ça marche et tout, puis après, il y a des fausses boutiques. Et après, on descend sur le port et ça va. Donc, c'est pas mort. Ça, c'est une chose. L'autre terme qui désigne la gentrification, c'est autre chose. Autour de ce qu'on appelle la plaine, Champ Jaurès, il y a des gens qui arrivent nouveaux. Mais ils sont eux-mêmes, ils habitent là. Et souvent, c'est des intermittents du spectacle, des gens comme ça. Et ils dénoncent la gentrification, donc ils sont les acteurs, mais eux, ils font, ils vont habiter là, ils travaillent là, et maintenant qu'il n'y a plus de commerce, ils font les arts de la rue. Et d'ailleurs, les arts de la rue marchent très bien à Marseille. Donc ces gens arrivent, et beaucoup des institutions culturelles, évidemment, le Théâtre National, c'est désigné par le ministère de la Culture, mais viennent, la Cité des Arts de la Rue, qui est aussi une cité européenne des arts de la rue, a été inventée par Sauvageot, qui est né à Paris. Le festival de jazz était dirigé par Jean Aubert, qui vient de Nîmes. Voilà. Et donc, ça fait venir un afflux de population. Et Plus belle la vie a créé des dizaines d'emplois sur 30, 40 ans, qui fait que les intermittents du spectacle, ils venaient là. Et c'était très bien parce qu'ils étaient payés. Voilà. Et donc, ça a produit. Et d'ailleurs, dans les morts de la rue d'Aubagne, il y a une intermittente du spectacle, une étudiante italienne, etc. Donc, ces gens sont là. Ils sont venus. Ils font... Ça fait un peu plus de monde, mais pas tellement. Voilà. Et maintenant, finalement, on tourne en boucle. Ces gens-là sont souvent investis dans des activités sociales diverses, etc. Culture contre ceci, la friche de la Belle de Mai, évidemment, ils sont contre la mairie, alors que la friche a été créée par la mairie, c'est pas du tout un squat. Voilà, comme font les acteurs culturels divers. Ce sont des intermittents du spectacle pauvres, pas riches. Ils vivotent, et tant mieux qu'ils se démerdent, mais ils sont très actifs dans la ville. Et cette ville, culturellement, est très riche. Souvent, d'ailleurs, on a pensé que la ville était pauvre parce que Gaudin connaissait la pastorale morale et c'est tout. Ça n'empêche pas que la friche était très vivace, très vivante, avec toutes sortes d'artistes contemporains, avec un toit formidable où tout l'été, ils projettent des films gratuits d'art et d'essai italiens ou japonais, ça coûte 3 €, voilà. Donc, c'est très vivace comme ça. Et ça crée un peu de population, mais pas beaucoup. Parce que les vrais riches, ils ne vont pas s'installer au centre-ville de Marseille. Ils vont s'installer à Aix, ils vont s'installer à Cassis, ils vont s'installer à Carry-le-Rouet ou autre. Voilà. Et donc, le chiffre de population global a peu augmenté. Il n'a pas diminué. Maîtrise Gibelin. Non seulement il n'a pas diminué, mais il a quand même réaugmenté, ce qui n'avait pas été le cas de Marseille pendant très très longtemps. Vous avez raison. Donc c'est pas peut-être aussi forcément négatif. Je voudrais revenir sur l'équipe de Benoît Payan, qui voulait faire un peu le ménage quand il est arrivé. Enfin, je rappellerai qu'il a quand même été élu au 2e tour. Enfin, c'était pas lui qui était tête de liste d'ailleurs, puisqu'on a eu ce switch qui s'est passé. Mais il y a un peu plus de 66 000 voix pour cette liste-là qui devient à la tête de Marseille. Ça veut bien dire qu'on est quand même désormais, comme dans beaucoup d'autres endroits, élu avec un nombre de voix extrêmement réduit. Bon. Oui, Et que ceci pose aussi un problème pour pouvoir s'appuyer sur un réseau avec lequel on puisse faire un certain nombre de choses. Et vous avez cité le nombre de services d'employés de la mairie, 12 000. Comparé à d'autres, c'est sans doute un ratio qui n'est pas petit, mais qui n'est pas forcément scandaleux. Mais c'est ce qu'il y a surtout, c'est que les Marseillais ne sont pas vraiment contents des services rendus par ces 12 000. Et que cette équipe qui a comme viré la précédente, est-ce qu'elle va avoir les moyens
véritablement de mettre un peu d'ordre là-dedans. Quelle est sa marge de manœuvre? Les moyens politiques. Moyens politiques, bien sûr. Économiques, l'État les donne. Oui. Donc, de l'argent, il y en a. Encore faut-il savoir l'utiliser, faire des choses avec. Et ça, on n'en a pas encore tout à fait l'assurance. Et comment ça se passe? Parce que si c'est un échec dans cette équipe-là, ça deviendra encore plus difficile. Je pense que vous Michel avez Sanson. raison. Et que je pense que M. Payan et d'ailleurs Mme Rubirola, si vous voulez, je reviendrai sur le switch, dont je pense qu'il était absolument imprévu, contrairement à ce... Il faut le rappeler de toute façon, parce que là, je suis Le sûr. switch, c'est que l'équipe qui s'appelait le Printemps Marseillais a gagné dans assez de secteurs, puisque c'est une élection à 2 tours. On élit des mairies de secteurs qui après Comme vont- Paris et comme Voilà, Lyon. comme Paris et Lyon, un maire. Et la tête de liste, en quelque sorte, c'est Madame Rubirola, médecin de profession, qui a fait de la politique avant, c'est pas une nouvelle. Et elle est plutôt proche des écolos, un truc comme ça. Benoît Payan est au Parti Socialiste depuis l'âge de 18 ans. Je l'ai connu quand il était chauffeur pas personnel de Guérini, mais quand on est allé à Madrid, je sais pas quoi, il conduisait les journalistes. Il a jamais d'ailleurs caché avoir été au PS, il y a été jusqu'à il y a peu, et quand il était investi, il a demandé l'investiture à Paris, parce que le PS n'existait plus du tout. Quand il n'existait plus, il n'y avait plus de local. La secrétaire fédérale du PS, elle habitait à Arles, elle n'avait pas le permis de conduire. Donc le PS, ça n'existait plus. Et Payan, qu'on a interviewé pour ce livre, 1920, à qui je m'entends bien, m'a expliqué, c'est un type beaucoup plus cultivé que je ne croyais, mais le PS, il s'en fout. Il s'en fout. Et il n'y pas y avoir été 100 ans. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que... Et donc après... Madame Rubirola était de liste, et au bout d'un an, elle dit « je peux plus, j'arrive plus à être maire, etc. » Et donc, a été dit largement et diffusé sur n'importe quelle chaîne de radio-télé, ils avaient décidé avant, etc. Je pense que c'est entièrement faux, qu'ils ne savaient pas, et qu'elle expliquait très bien dans un très bon article de Marie-Claire comment elle avait découvert qu'elle n'avait pas envie, qu'elle était incapable, parce qu'être maire de Marseille, c'est 20 heures par jour. Voilà. Et qu'elle n'avait pas compris ça. Que ce soit vrai ou pas, c'est comme ça, et on ne le saura jamais, de toute façon. Bref. En revanche, M. Payan connaît la mairie depuis, il est élu anti-Gaudin depuis des décennies. Donc, il connaît très bien la machine. Le problème, c'est 2 problèmes. Le premier, c'est comment faire 2 ou 3 actions symboliques. Ça, ils savent faire, ils sont fait très bien. J'ai assisté, enfin, au fait que l'avenue des Égalades s'appelle Ibrahim Ali, du nom du jeune Comorien qui avait été tué par des gens du Front National, 3, qui ont été condamnés d'ailleurs à Aix, pour avoir tué dans le dos ce jeune noir. Voilà. Et il n'y avait toujours pas de rue à son nom. Et donc, la mairie, très vite, a fait une plaque, et il y a maintenant une rue Ibrahim Ali. Donc, symboliquement, ils ont été très forts. Sur la vaccination aussi, très bien. Alors que M. Gaudin, sur la vaccination, était paumé. Quand je dis paumé, il ne savait pas quoi faire. Et donc, il n'a rien fait. Et puis, à la fin de son règne, avec, qu'on raconte dans Marseille Résistance, il ne sait plus où il habite, il n'a rien compris. Il refuse de recevoir le comité Noailles alors qu'il est reçu par le ministre de Normandie, etc. Lui, non. Voilà, donc il est complètement paumé, etc. Et donc, ils prennent la nouvelle équipe de Printemps Marseillais qui réunit donc des socialistes, des écolos, des communistes et ces nouvelles personnes dont je parle. Ces acteurs sociaux nouveaux qui disent « on va y aller, on va y aller ». Ils découvrent 2 choses. D'abord que c'est compliqué. Ensuite qu'il y a des couches. Dans la mairie du 1-7 que je connais bien, où Sophie Camard, qui fut suppléante de Mélenchon, qui venait de l'extrême gauche, elle, puis les écolos, et après qui était à France Insoumise, mais s'en foutaient, elle est élue. Okay. Elle m'a raconté, parce que j'étais la voir pour ça, comment les strates s'étaient accumulées. C'est-à-dire Sabine Bernasconi, l'ancienne maire de droite, qui avait dû à gérer Noailles, qui n'avait rien compris, enfin bref, eh bien, elle a son cabinet, ok, ça, ils partent avec elle. Mais les autres qui sont là depuis 10 ans, ils sont Bernasconi sans faire exprès, c'est-à-dire ils sont comme ça. Et que découvrir comment ça marche, d'abord pour Sophie Camard qui n'a jamais dirigé quoi que ce soit, enfin une institution, c'est compliqué, mais en plus qu'il faut trouver. Et elle va trouver d'ailleurs 2-3 vieilles personnes qui étaient élues quand il y avait Gaston Defferre, mais qui sont absolument dans un placard, etc. Et donc remettre ça en marche a été compliqué pour lesquels de secteurs. Et pour le niveau central, ce fut pire. Parce que, j'ai oublié le chiffre, il y avait 17 directeurs avec Claude Bertrand, directeur de cabinet éternel, qui tenait le maire, enfin,
qui est le tandem avec Gaudin, qui avait 40 ans d'âge. Et après, il y avait des directions de service mal définies, précisément parce que, je vous dis, la fin, c'était un peu une catastrophe. Quand avec Peraldi et moi, on veut voir le maire tout le temps. Et on demande un entretien. Ouais, quand vous voulez. On est reçu par Claude Bertrand, lui il connaît tout par cœur. Ouais. Et le maire, ouais, vous verrez. Puis le maire, il veut pas nous recevoir parce qu'il est fatigué. Puis il sait que Peraldi Sanson, c'est des emmerdeurs. Ici, c'est ça. Voilà. Et je pense qu'il était ciao. Donc ça, c'est une des raisons. Et ensuite, après, c'est effectivement apprendre à diriger la mairie. Alors moi, je ne veux pas vous dire qu'ils vont réussir. Ce que je sais aussi, c'est que une partie de ces militants, le collectif Noailles, ils sont très actifs, très militants, très présents, mais ils savent très bien que reconstruire, d'abord, les 2 immeubles effondrés, rien. C'est le choix délibéré et ça a été confirmé, je trouve ça très bien. Chaque mois, au début d'octobre, il y a 8 minutes de silence devant ces immeubles. Et là, j'y étais encore, il y avait à peu près 400 personnes. 8 minutes de silence, c'est très, très, très long. Hein. C'est absolument respecté. Ça marche. Mais pour réhabiliter l'ensemble de la rue de Bâle, c'est sur 20 ans. Et puis, il faut l'ANRU, et puis il faut la métropole, et puis il faut les institutions étatiques. Et ça marche mal. Voilà. Alors, le fait que les Marseillais soient insatisfaits, à vrai dire, j'en sais rien. Parce que moi, les sondages, contents, pas contents, qui sont dans la Provence et qui sont en fait payés par Muselier ou X, ça, je ne m'intéresse pas beaucoup. Je pense que vous avez raison, que les citoyens qui s'intéressent réalisent que c'est lent, que ça ne va pas, qu'il y a encore des immeubles en péril, mais ils sont maintenant recensés. Quand on a découvert, après les effondrements, que le système le service dont dépendaient ces immeubles en péril, il n'y avait pas un architecte. Pas un. Il a fallu le recruter. Pour arriver pour gérer ça, il faut des architectes. Ça ne suffit pas. Voilà. Et donc, cette incompétence, encore. Après, leur compétence, je ne peux pas dire ce qui va devenir. Pardon, un dernier mot qui va vous demander une réponse courte, parce que nous arrivons à la fin de cet enregistrement, mais le pape à Marseille, quel effet ? Je pense que ça a un effet énorme pour une raison simple, c'est que Marseille est une ville catholique. Contrairement à ce qu'on croit, la seule institution religieuse forte à Marseille, c'est pas les musulmans, les communautés machin, c'est l'évêché qui donnait des ordres à M. Gaudin, pas des conseils, et à M. Guérini, socialiste très catholique, voilà, et que ça joue beaucoup. C'est une première chose. Par ailleurs, ce pape un peu bizarre, il soutient une équipe de foot pas mauvaise en Argentine, mais par ailleurs, il a reçu SOS Méditerranée en personne. Et les gens de SOS Méditerranée que je connais très bien, qui sont en général pas des catholiques pratiquants, loin de là, attendaient cette venue du pape avec une espèce de plaisir qui me faisait rire. Ils m'ont dit, tu vas voir, il va nous recevoir. Et il les a reçus. Voilà. Ça a eu un effet majeur. Je pense aussi que les gens étaient ravis de voir le pape, peut-être même plus que les matchs de la Coupe du Monde de rugby. Voilà un pape avec qui il faudra faire rencontrer Antoine Dupont. Merci Michel Sanson. Vos livres seront référencés sur notre site au moment de la diffusion de cette émission. Je remercie Maximilien Radwanski avec qui elle a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site tandis qu'Olivier Magloire répond à toutes les questions qui concernent les plateformes de financement, Mathéo Gillet qui a enregistré pour l'arrière-boutique cette conversation et Julien Neuville les nouvelles écoutes qui la produisent. Rendez-vous la semaine prochaine.